Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je suis Josué, je travaille chez Gestiform. Nous allons parler aujourd'hui formation, apprentissage, facilitation, ambiance d'entreprise, tout ça à partir du biais d'un jeu de plateau. Nous allons parler aujourd'hui avec Thibaut de Warhammer. Bonjour Thibaut, Bonjour, bienvenue. merci. Alors Thibaut, je te laisse nous te présenter à nous. Alors, je m'appelle Thibaut Gavin, j'ai 31 ans, je suis en formation de média designer et je joue à Warhammer maintenant depuis 2018, donc un peu plus de 5 ans. D'accord. Warhammer, donc pour toute personne qui ne saurait pas de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est? Alors, Warhammer est un jeu de plateau avec des figurines souvent qu'on va peindre soi-même et qui fonctionne un peu sur le même principe que les échecs, chaque unité ayant des aptitudes, des armes, ainsi de suite. Et on va en fait créer une liste, une armée et ainsi pouvoir affronter un adversaire vraiment comme si on était un général d'armée, mais ça implique aussi certaines connaissances qu'on apprend au fur et à mesure. D'accord. Je crois que c'est divisé en deux catégories de jeux principales, non? C'est ça, on a une version médiévale fantastique qui s'appelle Age of Sigmar et une version futuriste qui est Warhammer 40 000. C'est la version à laquelle je joue principalement. Donc 40 000, ça veut dire que nous sommes littéralement en l'an 40 000. On est C'est ça, dans un monde de science-fiction. c'est ça, au 41e millénaire de notre calendrier. D'accord, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à Warhammer? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de jouer? Alors, c'est une histoire que je trouve un peu touchante parce qu'en fait, un peu avant 2018, mon frère avait commencé à jouer à Warhammer 40 000. Il était en pleine dépression à cette époque et c'était un moyen pour lui de vraiment pouvoir, en fait, essayer de s'en sortir avec sa dépression. Sauf qu'on habitait Dizé, un petit village paumé au milieu de nulle part avec très peu de transport public. Et j'ai décidé de me mettre au hobby, en fait, pour jouer avec lui, pour qu'il ait quelqu'un avec qui s'amuser. D'accord, donc tu as fait ça uniquement à la base pour t'occuper de ton frère. C'est ça. C'était de la pure empathie, tu as voulu t'occuper de lui, et c'est là du coup que tu as commencé à collectionner ses figurines. Ou il avait déjà tout ça en stock, oui. Non, en fait, il avait que quelques figurines en stock. Et en fait, moi, comme vous l'avez dit, en jouant avec lui par empathie, je me suis vraiment pris au jeu, j'ai vraiment apprécié l'univers. Et petit à petit, en fait, j'ai constitué mes propres armées, mes propres unités, et ainsi de suite. D'accord, donc c'est un jeu qui implique quand même qu'il faut un certain achat, il faut de la matière pour constituer C'est une ça, armée, oui. c'est, on va dire, le gros défaut du jeu, Mhm. c'est que les figurines coûtent cher. D'accord. Il y a aussi des éléments de décor. C'est ça, mais on a des points de jeu, par exemple à la War Taverne à Lausanne, où on peut, par exemple, pour 5 francs, louer une table avec des décors pour pouvoir jouer. D'accord. Les décors font partie intégrante du jeu. C'est ça, ils ont réellement un impact dans le jeu, que ce soit pour se mettre à couvert derrière ou se mettre en hauteur et ainsi avoir plus de chances de pouvoir, par exemple, toucher l'adversaire ou au contraire être caché, justement. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager des exemples de compétences, de connaissances qu'on peut acquérir grâce à ce jeu? On peut acquérir pour moi, en fait, principalement une gestion en fait, des ressources limitées. Savoir justement, j'ai une armée, je l'ai constituée avec telle ou telle unité. Par exemple, si je reprends l'exemple des échecs, j'ai pris que des fous, mais voilà, les fous ont des mouvements qui sont limités. Donc, comment je vais pouvoir m'en sortir par rapport à ça, en sachant que soudain, quelque chose tourne mal, j'ai perdu certaines unités qui étaient importantes. Comment je vais pouvoir en fait réutiliser mes ressources dans un temps limité pour quand même essayer d'aller vers la victoire. Donc, d'une certaine manière, voilà, tu parles des fous. Dans Warhammer, c'est à peu près la même chose. Je crois comprendre qu'il y a des unités, je ne sais pas, une dizaine d'unités différentes, qui ont chacun leur propre histoire, qui ont chacun leur propre unité, qui ont chacune des fiches techniques différentes, des compétences différentes et tout ça. C'est C'est donc ça, vraiment la... chaque Oui, unité a ses fiches techniques différentes. Certaines sont des véhicules avec des grosses armes anti-véhicules, d'autres seront plutôt conçues pour tirer sur de l'infanterie. Et suivant les codex, on peut avoir jusqu'à 200 fiches techniques. donc il y a une vraie stratégie à mettre en place avant chaque partie. C'est ça. On ne peut pas partir tête baissée. C'est ça. Quelles unités je vais prendre pour remplir quel objectif, quel but. D'accord. Et d'un point de vue créatif, chacune des unités, j'imagine, elles ont leur propre histoire. Il y a quelque chose qui a été créé derrière, un Oui, storytelling, ouais. c'est ça. Il y a vraiment l'univers de Warhammer 40 000 en termes d'histoire est très très riche.
et on a vraiment une histoire basée sur chaque faction, sur chaque unité quasiment, quel est son but, à quoi elle sert, comment elle a été créée, dans quel but. Et ça permet vraiment, on va dire, une sorte d'investissement en fait via cette histoire au jeu. D'accord. Et du coup, chacune de ces factions, j'imagine, il n'y a pas que des humains, il y a aussi d'autres de l'univers fantastique. Et je crois comprendre qu'on est dans même plusieurs galaxies, ou bien, non? C'est ça, ça se passe vraiment dans la Voie lactée, donc notre galaxie, avec plein de systèmes stellaires. Mhm. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a plein de factions différentes. On a des humains, on a par exemple des robots, c'est ce que je joue, ça s'appelle des Nécrons. On a par exemple des sortes d'elfes, on va dire ça comme ça. On a la faction des orques, on a des taux qui sont dans des robots géants, et ainsi de suite. Alors, si je comprends bien, on est un peu dans un genre de l'univers Seigneur des Anneaux, mais version 40 000 futuristique. Ouais. C'est ça, et dystopique. Ça, c'est quelque chose qui est assez important dans l'univers, c'est qu'on est vraiment dans un univers dystopique, donc très sombre, où il n'y a pas, on va dire, de héros ou de gentils à proprement parler. Donc, voilà, donc une partie, ça implique deux protagonistes, un jeu. Mhm. Est-ce que tu peux me dire à peu près comment ça favorise comment ça pourrait favoriser la collaboration, la communication dans le contexte d'un jeu d'équipe? Alors, ben, par exemple, j'ai été capitaine déjà d'une équipe compétitive pour un tournoi ici en Suisse. Et tout simplement, en tant que capitaine, ben, j'ai dû voir les points forts et les points faibles de chacun de mes joueurs, discuter avec eux aussi de leurs points forts et points faibles et des armées contre lesquelles ils pensent avoir une chance, contre lesquelles ils pensent être défavorisés, puis de synergiser en fait toute l'équipe pour savoir, ok, là on va affronter tel adversaire, il se joue ça, qui je vais envoyer à quel moment, quel joueur va jouer contre qui, sur quel terrain, et donc vraiment distribuer les ressources pour optimiser les capacités et les aptitudes de chacun des membres de mon équipe. D'accord, oui. Donc, d'une certaine manière, on pourrait voir ça dans le monde professionnel comme étant un manager, un directeur même. C'est ça. D'accord. Tu regardes les faiblesses, les forces de chaque faction et même de chaque joueur. J'imagine que tu les connais tous personnellement, ces joueurs. Tu sais où ils ont des faiblesses, où ils ont des forces, et tu peux synergiser tout ça, ouais. C'est ça, Donc, je vais vraiment étudier les forces et faiblesses de chaque membre de mon équipe, écouter aussi ben, ce que j'arrive à gratter comme information sur nos adversaires. Tel joueur est réputé pour être très fort, celui-là peut-être pas très fair-play, il faut faire attention, et ainsi de suite. et dans ce rôle-là, est-ce que tu as vu en fait une certaine bénéficité de personnel à chacune des personnes? Tu arrivé à, à gérer leur stress, à aider à résoudre des problèmes grâce à ce contexte-là, du coup? Alors oui, justement, ça permettait aussi de se dire, ok, je sais que ce joueur risque d'avoir un peu de mal à gérer le stress à ce moment-là, je vais plutôt essayer de lui mettre un match-up, quitte à ce que ce soit un peu défavorable pour l'équipe, plutôt favorable mentalement pour lui, pour pouvoir aussi le supporter. Ça reste un amusement, un jeu, donc il ne faut pas non plus que chaque partie lors d'un tournoi, par exemple, ne soit que frustration. D'accord. Alors, dans Warhammer, je crois comprendre que l'implication commence très très vite quand on débute ce jeu. Tu as du coup une partie achat, donc d'avoir ces figurines, mais ces figurines ne sont pas prêtes à l'emploi. Elles doivent être peintes, elles doivent être étudiées d'une certaine manière, non? Quand tu les reçois, tu dois les peindre, les mettre tout en couleur de fraction, tu dois les préparer en fait. Et ça te développe quand même certaine motricité fine, parce que c'est des petites figurines, des petits détails à faire. Et déjà, tu prends conscience à beaucoup. Enfin, tu es très patient finalement avant de commencer même une partie. Ça demande beaucoup de patience, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, quand on achète les figurines, elles sont en grappe, donc il faut déjà les monter et les coller. Mhm. Ce qui permet aussi de choisir les équipements qu'on va mettre dessus. Donc on peut déjà avoir une réflexion de ce côté-là, même si ce n'est pas une condition sine qua non pour jouer. Et après, ben, effectivement, le côté peinture, on va en général peindre ces figurines aux couleurs d'une faction. Certains aussi vont créer leur propre schéma de couleurs. Ça a été mon cas où, au lieu d'avoir les nécrons rouillés, tout gris, argenté, j'ai fait des nécrons qui étaient entièrement rouillés. Mais j'ai vu par exemple des gens qui ont fait des humains génétiquement modifiés allaités aux anabolisants qui étaient aux couleurs d'Hello Kitty.
Donc on a vraiment cette personnalisation totale de son armée, ce qui permet d'autant plus de s'y attacher. Et en termes effectivement de capacité de motricité, on a vraiment des figues de toutes les tailles. Si je prends mon cas personnel, ma figurine la plus petite, ce sont des scarabées qui doivent faire à peu près 3 mm de haut sur 5 de large. Il y en a quelques-uns en fait sur le socle. Et la plus grande fait 25 par 25 cm. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et chacune ayant leurs propres détails. Et effectivement, au bout d'un moment, quand on doit peindre nos figurines et qu'on essaye vraiment d'avoir une belle peinture, on va développer cette motricité, cette capacité à être précis et être patient. Surtout quand on voit, par exemple, j'ai eu le cas avec un ami qui devait peindre la lunette d'un sniper qui faisait 1 mm de large. Sachant que derrière, il doit encore faire tous les éclaircissements pour donner le côté réfléchissant d'une lumière qui viendra de face. Donc on est vraiment à ce moment-là presque des horlogers en fait en termes de précision. D'accord. Si on met en parallèle avec, par exemple, le monde professionnel, on pourrait dire que ça crée finalement un attachement. Si on remplace la figurine ou la faction envers un projet, on crée déjà un attachement avant même de lancer ce projet. Si ça peut être une campagne publicitaire, admettons, on a toute cette partie préparation qui prime. Mais le fait d'être si minutieux sur ces petits détails, ça nous donnerait envie de- d'avoir beaucoup plus de motivation à lancer cette faction au combat, ou comme une campagne à lancer dans la nature, campagne d'affichage, ou je ne sais pas. C'est totalement ça. Le fait de vraiment avoir peint son armée comme on le voulait, d'avoir pris le temps de la peindre. Alors beaucoup de joueurs vont pas forcément peindre systématiquement avant de jouer, mais je trouve que le fait de peindre son armée crée vraiment cet attachement d'autant plus quand on peut enfin y jouer. D'accord. Maintenant, parlons un peu des joueurs. Est-ce que tu vois, par exemple, des certains... Comment ça s'applique un peu déjà, Warhammer? Comment ça pourrait s'appliquer dans une formation pour les adultes, admettons? Est-ce que tu vois des principes moraux et éthiques qui peuvent être développés au travers de ce jeu? Alors oui, vu qu'on va gérer, pour ainsi dire, une armée, on arrive forcément à un moment le est-ce que je vais sacrifier mes ressources ou pas. Et c'est quelque chose qu'on voit dans certaines entreprises qui poussent, on va dire, le côté rentabilité et moins le côté humain. C'est si cette personne n'est pas rentable, je dois la sacrifier pour d'autres personnes. Et là, nous, on doit faire en fait un choix là-dessus. Et un bon joueur, plutôt que de sacrifier une unité ou inutilement une unité, comme je l'avais dit, il y a aussi cette notion de risque-gain. On va toujours essayer de trouver comment rendre une unité, même si elle ne sert plus à rien, utile. Que ce soit pour aller chercher un petit objectif, marquer un point dans un coin, ou juste repousser potentiellement une attaque adverse. Très bien, donc c'est un peu comme on voit déjà aux échecs, on sacrifie notre reine pour sauver notre roi, ou on sacrifie notre reine pour prendre leur roi. C'est une certaine manière. Il y a une notion quand même de sacrifice qui est réelle dans le monde de l'entreprise aussi. C'est ça, mais l'avantage chez Warhammer, c'est qu'on peut vraiment essayer de pousser à plutôt pas forcément sacrifier, mais optimiser quelque chose qui ne sert plus. D'accord, oui. Tout simplement, un employé qui pourrait par exemple plus travailler à 100%, se dire ok, je vais peut-être le rediriger vers ce secteur où il pourra quand même être utile, même avec un 40% par exemple au lieu d'un 100%. Très bien, donc ouais. Donc dans Warhammer, tu peux parfaitement dire cette unité, ce fantassin, si je l'envoie là, il va aller au casse-pipe, mais de toute façon, je peux l'envoyer de l'autre côté et il me permettra de soutenir peut-être quelqu'un C'est d'autre. ça, en évitant par exemple une attaque à revers d'un groupe d'ennemis qui pourrait se téléporter ou ce genre de choses. D'accord, oui, ok, je vois tout à fait. Et parlons un peu du lore, donc le côté Mhm. histoire qu'il y a derrière Warhammer. Est-ce que tu crois que le côté narratif qu'il y a derrière ce jeu, il peut être utilisé pour, par exemple, renforcer la compréhension des concepts complexes lors d'une formation? Alors, quand on étudie le lore, le principal lore qui est développé, c'est celui de l'humanité. Et l'humanité dans l'univers de Warhammer 40 000 est vraiment une théocratie fanatique avec un gros concept de on n'hésite pas à sacrifier les gens pour la victoire. Ou est vraiment un côté intransigeant et c'est quelque chose qui d'une certaine manière est intéressant à étudier pour pas reproduire en fait ces mêmes systèmes. En fait, pour moi en tout cas, j'y vois tous les travers qu'on a
dans certaines entreprises, par exemple, ou certaines formations, où en fait, on va toujours vouloir pousser à la victoire avant tout, quitte au sacrifice de toute l'équipe. Et c'est quelque chose, justement, qu'il faut pouvoir apprendre à éviter. D'accord, donc on va un peu dans la surenchère, côté dystopique, on va dans une surenchère qui nous permet en fait de prendre conscience sur peut-être un problème qui est nôtre, C'est qui ça. pourrait être par exemple mis en relation l'humanité dans Warhammer avec par exemple une équipe de collègues dans une entreprise qui ne s'entendent pas forcément très bien. On pourrait mettre en parallèle et pouvoir travailler là-dessus. C'est ça. Sachant qu'il y a une, on va dire, grosse xénophobie entre beaucoup de factions, Hmm. on a aussi comment trouver des solutions pour qu'ils puissent travailler ensemble. D'accord, ok. Parce que ça arrive dans cet univers soudain que les humains qui pourtant détestent globalement tout le monde s'allient par exemple aux Eldar, donc les sortes d'elfes, pour une alliance de courte durée. D'accord, oui. Alors, on peut retrouver dans cet univers des gens qui ont rien à voir les uns les autres, qui peuvent se retrouver à s'allier pour en faire une force. C'est Donc ça. c'est intéressant en fait. Dans ce lore, on peut métaphoriquement trouver des solutions pour un truc qui est finalement un problème qui peut être très bien réel dans la réalité. Ouais. Mhm. Un des exemples qui m'a beaucoup marqué justement parce que c'est lié à ma faction n'a aucun allié dans le jeu. C'est vraiment on va dire les méchants, des méchants. Et ils se sont alliés à sûrement une des factions les plus nobles du jeu pour contrer en fait pour eux la vraie menace et combattre ensemble. Et ils sont partis chacun de leur côté après avoir réussi réussi à vaincre l'ennemi. Ils sont chacun partis de leur côté en paix sans se taper dessus. D'accord. Alors, pour parler en fait du jeu, parle-nous un peu comment ce... On va revenir ouais, un peu au jeu maintenant. Et ensuite, on va continuer un peu dans le côté formation. J'aimerais que tu nous parles un peu comment on a une victoire chez Warhammer ou une défaite. Comment c'est représenté dans ce jeu. Alors dans ce jeu en fait, donc chaque édition a bien sûr un changement qui peut s'effectuer sur comment on va marquer des points. On aura en fait sur la table souvent des objectifs qui sont représentés par des jetons et il faut aller dessus pour marquer des points. Cependant, en tout cas dans l'édition actuelle, on va également tirer des cartes qui vont définir en fait des objectifs secondaires. Par exemple, il faut aller prendre cet objectif précisément, il faut aller derrière les lignes ennemies, ou tout simplement avoir une unité dans chaque coin qui va poser des balises de téléportation. Ok. Attends, juste un instant, tu me parles de mise à jour. Ça veut dire que c'est un jeu qui a des versions. C'est ça. Mais c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau qui évolue, qui est régulièrement mis à jour pendant une édition. Là, on est à la 10e édition. Et à peu près, actuellement, c'est plutôt parti pour à peu près tous les 3 4 ans. On a une nouvelle édition qui va proposer des changements conséquents sur comment on joue, et ça permet en fait de faire évoluer sans cesse le jeu. Ah d'accord. Alors, on est un peu comme dans un logiciel. Il y a des mises à jour, des changements majeurs ou mineurs par rapport à la version précédente. C'est ça. Et ça peut se représenter en un changement complet des fois des fractions ou bien... Et ben là, par exemple, quand on est passé de la 9e édition à la 10e, on a un changement complet qui s'est fait, par exemple, sur le psychique qui correspondrait à la magie, on va dire. On a eu un changement sur comment fonctionne le commandement dans le jeu, donc le moral de nos troupes, mais également comment fonctionne, par exemple, la prise d'objet. Alors qu'avant, c'était, t'as tant d'unités, ça te fait tant de points. Maintenant, chaque unité a une valeur d'objectif, par exemple, pour capturer un point. D'accord, quand tu parles d'objet, c'est objectif. Ouais, voilà, Objectif, ok, merci. d'accord. Ok, très bien. Donc, ok, bah, c'est super de savoir ça, du coup. C'est un peu comme la réalité, finalement. Il y a toujours quelque chose de C'est nouveau. ça. Euh, comme dans la réalité, il peut y avoir un virus qui met tout en question. Voilà. C'est ça, avoir des C'est... coquilles qui doivent être corrigées d'urgence avec une mise à jour. Et par exemple, je prends certains logiciels de montage, avoir tout simplement chaque année une nouvelle édition du logiciel qui va apporter ces nouveautés, mais également potentiellement des bugs qui vont être corrigés avec des mises à jour. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Donc, avec ça, on peut... Désolé, je t'avais interrompu sur l'échec et la victoire. Pas de On peut souci. revenir un peu sur cet aspect-là. Voilà. Donc Ouais. comme je le disais, il y aura un champ de bataille qui va être créé avec des décors, des pions objectifs qui sont des points à prendre pour, on va dire, les missions primaires. Et chaque joueur va donc tirer ses cartes pour pouvoir justement marquer des points bonus avec ses missions secondaires. Et il y aura également une carte qui va dire, par exemple, il y a un champ de mines, ce qui veut dire que si vous faites telle action, vous pouvez prendre des dégâts. Ou tout simplement, là, vous tirez 3 cartes au lieu de 2.
Donc on a vraiment en fait une situation qui est évolutive. Chaque partie peut être différente. Et on a vraiment cette capacité de marquer qui est la prise d'objectifs ou réaliser certains objectifs précis dans le jeu, ce qui correspond totalement à ce qui se passe en fait dans une entreprise. On va avoir les objectifs généraux de la boîte et certains événements vont générer des objectifs secondaires qui doivent être accomplis pour essayer d'améliorer au maximum nos chances de réussite. D'accord, oui. Et dans la victoire en soi et la défaite en soi, c'est quand on a perdu ou réussi ses objectifs ou qu'on a terrassé l'adversaire, d'une certaine manière. C'est ça, le jeu se déroule en général en 5 rounds, chaque personne ayant bien sûr un tour de jeu pendant ce round. Et en fait, au bout du cinquième round, on va simplement calculer les points. D'accord. Et comment on gère l'échec dans ce jeu? Parce que, d'une certaine manière, est-ce qu'il est clair? Alors oui, en général, les différentiels de points permettent vraiment de voir qui a gagné. D'accord. Et pour ce qui est de la gestion de la défaite, alors il y aura comme n'importe quel jeu, comme n'importe quel échec, toujours une frustration à gérer. Et on apprend à la gérer. Ce qui est très intéressant avec beaucoup de joueurs que je jouais, que ce soit dans mon groupe compétitif, que ce soit dans les associations ou à la War Taverne, ce côté où voilà, on a fait notre partie. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu? On va regarder quelles ont été peut-être des erreurs qui ont été commises. Est-ce que peut-être cette unité a été mal utilisée, les ressources de cette unité ont été mal utilisées? Ou tout simplement peut-être qu'il faut avoir d'autres outils, d'autres unités qui permettraient de mieux accomplir certains objectifs. Donc c'est vraiment, on arrive vraiment dans une en fait recherche de qu'est-ce qui a posé problème. Souvent c'est aussi nos propres erreurs en tant que chef d'équipe, on va dire, qui ont permis l'échec. Et donc on va chercher comment mieux optimiser nos ressources, comment les adapter ou tout simplement comment ne pas recommettre ces erreurs. D'accord. Donc on est vraiment dans un débrief. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à peu près si tu voulais imaginer ce jeu plateau, ce jeu Warhammer, si tu voulais l'imaginer dans le cadre d'un programme de formation pour les adultes? Dis-nous, pour commencer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils aient accès? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils aient en possession? Ou par où commencer peut-être? Alors, l'avantage de Warhammer, c'est que théoriquement, du moment qu'on a des socles ou en tout cas une figurine d'une taille qui correspond par exemple à telle ou telle figurine, on peut jouer même si c'est pas la bonne. Donc au final, on pourrait très bien acheter des Lego, par exemple, et les mettre sur un socle, et voilà, on a nos personnes, nos équipes, et tout simplement créer des situations où en fait on va par exemple dire, ben voilà, vous avez ces ressources-là, hein, vous devez faire ça, qu'est-ce que vous faites? Et soudain générer un élément inattendu qui correspond par exemple à cette unité dans une partie de Warhammer a raté ses tirs parce que j'ai pas eu de chance au jet de dés, ou l'adversaire a eu beaucoup de chance et elle est morte. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc créer ces événements inattendus et pousser la personne à dire comment réattribuer ses ressources en fait suite à cet événement. Comment s'adapter à la situation, quel choix faire. Et c'est ce côté de la formation que vraiment pour moi permet Warhammer, c'est cette étude de comment gérer l'inattendu, comment gérer ses ressources, quels sont les risques, quels sont les gains. Est-ce que d'une certaine manière, on pourrait refaire le jeu? On pourrait se dire, dans une boîte par exemple, je suis chez Nestlé. Mhm. Euh, Admettons, on a le marketing, on aimerait les faire rentrer en compétition avec les ressources humaines, admettons. Est-ce qu'on pourrait leur dire, dans le cadre de cette formation, vous créez votre faction ou vous créez vos propres personnages à partir de ce qu'ils veulent, des post-it, papier chiffonné, carré de chocolat, on est chez Nestlé, pourquoi pas, contre voilà, les ressources humaines qui imagineraient eux-mêmes leur propre faction et qui entreraient en guerre dans un conflit virtuel. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça ou bien... On pourrait totalement imaginer ça. Pour moi, la seule chose qu'il faudrait pour éviter que ça parte trop facilement en vrille, c'est juste peut-être un élément neutre qui va en fait juste équilibrer les forces pour que chacun ait, on va dire, une force qui corresponde à ce qu'elle est censée représenter. Si par exemple on parle du service de livraison qui a peu d'impact, peu d'importance, elle doit peut-être avoir des capacités moindres que par exemple la direction, D'accord, ouais. qui sera peut-être qu'une seule figurine mais qui aura plus de capacités. Donc on peut totalement imaginer ça avec d'autres manières en créant ses propres factions. Il faut juste quelqu'un pour équilibrer. Il faut que ça reste
d'une certaine manière, que ça reste de passer par le jeu. Parce que D'accord, si oui. quelqu'un joue que des unités une faction qui en fait ne peut rien faire, il va pas pouvoir comprendre et voir comment réellement allouer ses ressources si derrière on a un claquement de doigts, les gens gagnent. D'accord. Et comme dernière question, si je voudrais te dire, admettons que tu t'imagines maintenant, tu as ta propre entreprise de facilitation d'entreprise qui est basée sur ce jeu Warhammer. Quel serait ton plan d'action pour vendre tes services aux entreprises? Qu'est-ce que tu vendrais sur le papier pour leur dire j'arrive chez vous avec tels éléments pour telle solution? Alors déjà, je simplifierai le jeu. Donc je jouerai à la version Patrol qu'on a justement dans Warhammer, qui est une version avec moins de figurines et justement simplifiée. Et tout simplement, en fait, je dirais, ok, voilà, ces figurines-là, c'est le service marketing. Enfin, je viendrai présenter en fait ce service en disant vraiment, bah voilà, on aura des figurines qui représentent tous vos services. Comment les synergiser par rapport à une entreprise, par exemple rivale, qui serait représentée par telle figurine. D'accord. Et tu penses que, pour avoir essayé avec toi pour préparer ce podcast, ce jeu, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup d'implication, qui demande beaucoup de règles, qui demande beaucoup d'arbitrage d'une certaine manière ou d'autodiscipline assez grande. Est-ce que tu penses qu'en une journée de facilitation, on pourrait, avec cette version Patrol, réussir à mener, dans un cadre ludique, une formation facilitation? Dans un cadre ludique, en modifiant, on va dire, les règles pour les adapter justement à cette formation totalement. Ok, un jour suffirait et on finirait avec quelque chose en main. Mhm. D'accord, très bien. Je pense qu'on a vu assez ce qu'on voulait voir. Je pense que nous avons bien appris beaucoup de choses. Donc, on, on pourrait passer par n'importe quel biais finalement pour faire de la facilitation. Tu nous l'as bien prouvé, avec un univers auquel je pense que le commun des gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est ça. Est-ce qu'à tes connaissances, est-ce que ces principes que tu nous as donnés, est-ce qu'ils existent déjà ou est-ce que tu as connaissance de personnes, d'entreprises ayant déjà utilisé ces principes? Alors oui, justement, j'ai posé la question justement dans mon entourage, mon cercle de jeu, pour savoir ben, aussi leur avis sur l'utilisation en fait du wargaming dans le cadre d'entreprise, dans le cadre de formation. Et un de mes amis m'a dit justement que lui, il l'utilise à son travail. Justement, il donne des cours justement de wargame, donc c'est ce qui qualifie notre type de jeu, comme outil en fait analytique pour la reconnaissance de forme, euh, mais également pour favoriser la prise de décision, évaluer les risques et les gains, etc. Et qu'il trouve que c'est justement de bonnes compétences en jouant au wargame. Ça favorise en fait l'analyse des SWOT et la gestion de projet pour lui. D'accord. Est-ce que tu peux entrer un peu plus dans les détails? Comment il a remarqué ça? Alors, il faut savoir que dans son entreprise, justement, il est chargé justement de la formation. Il joue à Warhammer justement depuis bien 15 ans, je crois. Et justement, en fait, le fait de créer des listes, de savoir, de préparer en amont, en fait, comment va se passer la partie, qu'est-ce que je vais faire à chaque tour de jeu, et ainsi de suite, ça permet vraiment, en fait, de se projeter, comme on se projette sur la création d'un projet, et derrière, de pouvoir, ben, en cas d'imprévu, s'adapter, ce qui arrive souvent sur les projets. On a oublié, par exemple, une machine, on n'a pas pensé à ce détail-là qui fait qu'on n'aura peut-être pas assez d'argent, et comment trouver des solutions le plus rapidement possible et le plus efficacement. Pour ce qui est de l'analyse du SWOT, on est sur en fait ben, l'analyse des forces et des faiblesses qu'on a, et ainsi que de nos adversaires. Ma faction est résistante de manière générale, mais a une faible puissance de feu. En face, ils ont peu de tirs, mais très puissants, donc ce sera peu efficace sur moi. Par contre, eux ont beaucoup de tirs anti-infanterie qui peuvent facilement laver mon unité, et ainsi de suite. On a vraiment ces analyses, force, faiblesse, quels sont les éléments qui peuvent en fait aussi intervenir, vu que tout se règle par des lancers de dés, on a cette part de hasard qui peut être un danger. Ok, cette unité normalement me fait pas mal, mais si soudain elle fait que des 6, par exemple, bah, je risque d'avoir beaucoup de problèmes. Ok. D'un point de vue métaphorique, en fait, on est très proche de ce qu'on... Bah, au niveau du storytelling, on peut vraiment, vraiment bien le projeter à ce qu'est la réalité. Ouais, comme on disait avant, Mhm. il y a la partie hasard, un jet de dés. On a la meilleure stratégie du monde, mais ce jour-là, nous n'avons pas de chance. Ça n'arrive Voilà, pas qu'avec l'astrologie, ça peut arriver dans la réalité. tout Ouais. simplement un partenaire qui est censé amener par exemple des lumières pour un tournage qui tombait malade.
Voilà, oui. J'ai eu le cas dans un concert où le chef son qui devait installer les micros a fait une crise cardiaque Ah le oui, jour de l'installation des micros. Donc c'est des choses où simplement pas de chance et il faut trouver des solutions. il faut s'adapter. Et Mhm. avec les forces qu'on a. Donc, C'est ça, on peut revenir après au jeu à Warhammer. Avec les factions qu'on a, elle a ces capacités spéciales qui permettront peut-être de venir à bout de ce problème et amener des solutions. c'est ça. Il y a Ou il toujours va quoi s'adapter. falloir rediriger des unités qui n'étaient pas conçues pour réussir à compenser ces points faibles. D'accord. Ça peut être aussi l'avenue d'un concurrent qu'on ne nous avions pas vu arriver. C'est ça. Comment réagir face à lui. Mhm. Oui, en fait, tout est adaptable par rapport à ça. C'est vrai que d'un point de vue métaphorique, on est vraiment dans quelque chose qui est très puissant, qui est très fort, que c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant à voir en entreprise. On a un peu, d'une certaine manière, en connaissant déjà le Lego Serious Play qui permet de voir la vision de son entreprise avec des Lego, de jouer son entreprise d'une Mhm. certaine manière. Là, on a un côté qui est peut-être plus offensif, Oui, un côté plus direct, c'est qui est, ça. En tout cas, on va dire une réaction qui est plus... Vu que c'est un jeu de guerre, on est plus dans le moment, dans l'action et donc aussi dans le stress. Et très, c'est ouais. souvent ce qui nous fait faire des erreurs. Exactement, ouais, parfaitement. C'est exactement ça. C'est bien vu. Eh ben, c'est super. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose pour la fin? Est-ce que tu veux nous encourager à quelque chose ou... Le problème du hobby étant cher, je peux pas forcément dire à tout le monde il faut l'essayer parce que c'est un investissement et ça coûte cher. Heureusement, les figurines en général se revendent très bien si vraiment ça vous déplaît. Je pense que ça reste une excellente expérience. Moi, je recommande vraiment sans condition la War Taverne à Lausanne, qui est au-dessus de Miximage, si vraiment on veut pouvoir essayer, sachant qu'ils fournissent des figurines pour tester. Et sinon, justement, de contacter justement Wargaming Lausanne ou ce genre d'association pour se renseigner, faire des parties tests, découvrir en fait. D'accord. Et en ce qui concerne le lore, est-ce que tu as des conseils à donner, des livres à acheter, des chaînes YouTube ou des podcasts à regarder, écouter? Alors, pour le lore, il existe plusieurs chaînes, Planet Wargame, Imperial Warhammer. Donc ça, c'est vraiment pour découvrir un peu ce lore. Il y a également la maison d'édition Black Library qui appartient justement à Game Workshop, qui contrôle justement Warhammer. Donc on a vraiment autant des livres que des vidéos faites par des youtubeurs qui permettent de découvrir ce lore. Après, ce lore est sombre, il est violent, donc il faut aussi d'une certaine manière se préparer si on va l'étudier. On va être confronté à des actes qui aujourd'hui pour nous seraient déplaisants. Le racisme par exemple ou l'extrémisme religieux par exemple de l'impérium peuvent choquer certaines personnes. Et ça je le comprends. Je pense pas que c'est forcément l'univers adapté à tout le monde. Donc si on y va, il faut vraiment prendre ça avec philosophie et surtout avec des pincettes. Pas trop se projeter dedans, d'une certaine manière. Non, non, on est bien conscient qu'il s'agit d'un thème dystopique et qu'il faut le prendre au second degré, voire C'est même au ça. troisième degré. Voilà, bah, c'était très intéressant. Euh, voilà, pour finir, je pense que nous pourrons parler aussi d'une certaine célébrité que tout le monde connaît, qui aime bien les Warhammer. Est-ce que tu vois de qui je veux parler? Oui, oui, c'est vrai que ça a été une grosse annonce qui a fait gagner 15 points en bourse à Game Workshop. Ils ont décidé de faire une série Warhammer et avec Amazon et le producteur exécutif et acteur principal est Henry Cavill, qui est un fan absolu de Warhammer, on le savait déjà avec The Witcher, qu'il était très à cheval sur dans le livre ils ont fait ça, ils ont fait ça. On se fait pas trop de soucis, nous en tout cas, la communauté, sur la qualité de la vidéo. Et c'est vrai que on voit que même des célébrités comme Henry Cavill en fait sont fans du jeu. Et on peut voir des podcasts où même une interview américaine où le présentateur a parlé avec un peu condescendance du hobby et Henry Cavill lui est rentré dans l'art. Mhm. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Henry Cavill, il s'agit de la version moderne de Superman, de Geralt de Rive, de l'univers Witcher, qui, oui, est un gamer
carabiné, on peut le dire, Oui, il monte ses propres PC. qui monte ses propres PC, qui a déjà dit qu'avant n'importe quelle représentation en public, il passait plusieurs heures à jouer à Warhammer, la version Total War, sur son PC. Mhm. Voilà, ouais. Donc, nous avons des célébrités aussi qui jouent beaucoup à ce jeu vidéo et qui le confient et qui l'avouent que c'est quelque chose qui les détend profondément, qui leur donne beaucoup, beaucoup de joie. Voilà, je crois que c'était ça finalement. C'est ça. Voilà. Et voilà, on espère du coup que Amazon arriveront à faire oublier ce qu'a été le Seigneur des Anneaux produit par eux avec cette série. J'espère qu'ils auront appris de leur erreur. Est-ce que tu veux me donner un mot de la fin? Je pense qu'on a déjà beaucoup dit de choses et je remercie à tout le monde, tous ceux qui vont écouter ce podcast. Je remercie également tous ceux qui m'ont donné leur avis sur mes groupes et je vous souhaite à tous une bonne journée. Mais très bonne journée à tous et merci encore Thibaut de nous avoir donné toutes ces pistes. Merci à toi. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés également et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.